Hey hey les rayons de soleil, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce premier point lecture de l'année 2022. Aujourd'hui j'ai 4 romans à vous présenter, mais avant ça je voulais faire un petit bilan de mon année livresque, on va dire ça comme ça. C'est pas pour me... comment dire? C'est pas pour me mettre en compétition, ce genre de choses. D'ailleurs, je ne saurais pas vous dire combien de livres j'ai lus l'année passée. Mais ici, voilà, j'ai fait un petit calcul. J'ai regardé combien d'abandons j'avais, combien de coups de cœur j'ai eu, les appréciations globalement et le nombre de livres que j'avais lus. Donc ça va être très court, hein, c'est une petite parenthèse, ne vous inquiétez pas. J'ai lu pour l'année 2021 43 livres, ce qui est très bien, qui me semble très bien. En même temps, je ne suis pas pour le fait de compter ce que je lis. Moi, je suis plus pour prendre du plaisir, donc je m'en fiche. Je n'en aurais lu que 10. S'ils m'ont procuré du plaisir, c'est tout ce qui compte. Mais voilà, j'en ai lu 43. J'ai eu 3 abandons. C'était La Passe Miroir, le dernier tome de La Passe Miroir de la saga. Euh, C'était compliqué. C'était compliqué. Je pense que j'aurais dû relire les 3, mais c'est énorme. Et il était aussi assez philosophique, en fait, ce livre, je trouve. Ensuite, j'ai laissé tomber un 4e tome également. C'est de La Maison de la Nuit. C'est Rebelle. J'en pouvais plus de ces triangles amoureux, de ces mêmes quadruples triangles amoureux. C'était, voilà, ça ne faisait plus sens pour moi. C'était des livres que j'avais achetés quand j'étais beaucoup plus jeune. Et voilà, j'avais bien aimé le premier tome, le deuxième moyen, et puis ça commençait déjà à partir en cacahuète, et le 4, je l'ai abandonné. Et j'ai abandonné également Les Poisons de Catharse, qui était pour moi une écriture que je n'ai pas su apprécier. Tout simplement, donc j'ai lu une centaine de pages, j'essaie toujours d'aller jusqu'à 100 pages, et après j'ai arrêté. Voilà, je trouve qu'il ne faut pas gaspiller son temps et son énergie sur un livre qui ne nous plaît pas, ça ne sert à rien. Sincèrement, revendez-le, donnez-le, offrez-le, faites ce que vous voulez, mais voilà. Et je n'ai eu que 2 coups de cœur, c'est pas beaucoup, 2 coups de cœur sur 43 livres lus. Après, j'en ai aimé beaucoup, beaucoup qui ont eu des 4 sur 5, 4,5, même des 5 sur 5, mais qui n'étaient pas des coups de cœur. Alors, ceux qui étaient des coups de cœur, c'est Miroir, Miroir de Serena Valentino, celle qui réécrit les contes de Disney, mais qui les réécrit en se focalisant sur comment le méchant est devenu méchant. Voilà, et dans Miroir, Miroir, on retrouve la belle-mère de Blanche-Neige, et c'est vrai que ce livre, il m'a vraiment touchée. Il m'a touchée et ça lui a valu un coup de cœur. Je ne m'attendais pas à ça, c'était vraiment très beau. Et voilà. C'est ma sœur qui a le livre, donc je ne pourrais même pas vous le montrer. Et l'autre coup de cœur, c'est la fin d'une trilogie que j'ai adorée avec une adolescente. C'est le journal intime de Cléopâtre Wellington. C'était le tome 3. Et encore une fois, je me suis tellement bien amusée, je me suis tellement bien marrée avec elle que voilà, c'est une trilogie que je ne quitterai jamais parce que c'est trop, ça fait du bien aux zygomatiques, sérieusement. Et voilà, c'était un 5 sur 5 et un coup de cœur d'office. Voilà, donc sinon, je vais pas mentir, l'année 2021, j'ai eu de très belles lectures, hein. Je vois beaucoup de 4 sur 5. Là, je prends par exemple au hasard Agatha Raisin, tome 3, j'ai un 4 sur 5, hein. Je prends ici Ivy Wild, le tome 2, 4 sur 5. Là, c'est le coup de cœur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La sœur de la tempête, je vais venir vous en parler. 4,5 sur 5, une très très bonne lecture. Ici, j'ai même un 5 sur 5, je vais venir vous le présenter. La première nuit, 4 sur 5. Le pacte de la sorcière, 4 sur 5. J'ai pas eu j'ai eu une petite déception. Je pense qu'il y en a un, j'ai mis 2,5 sur 5, ou 3,5, mais voilà, 2 sur 5, j'ai mis Le peintre d'éventail. Voilà, c'était pas, c'était une histoire auquel je m'attendais pas. Et voilà, pas plus. Mais il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, donc je vais pas m'attarder dessus. Et le but de ce point lecture, c'est pas ça de toute façon. Mais voilà, comme ça, vous avez une petite idée. Et surtout, ne vous comparez absolument pas, c'est pas le but, hein. D'accord? Le but, c'est de s'amuser en lisant, donc voilà. Alors,
Maintenant, je vais vous présenter les 4 livres que j'ai lus fin 2021. Il n'y a aucune lecture qui date de cette année, de 2022. Donc, je vais vous parler du tome 2 de L'héritière des Raven, sorcière en son temps de Méropé Malo aux éditions Castelmore. Je vais venir vous parler d'une lecture commune, c'est 24 heures dans l'Égypte ancienne de Donald P. Ryan aux éditions Petite Biblio Payot Histoire. Je viendrai également vous parler de la saga des 7 sœurs et du 2e tome, La sœur de la tempête de Lucinda O'Reilly aux éditions Le Livre de Poche. Et je viendrai également vous parler de l'histoire de la paix, de la bête de Serena Valentino aux éditions Hachette Roman. Et on commence tout de suite avec le plus ancien que j'ai lu. Mais je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose parce que c'est un 2e tome, c'est un peu embêtant. C'est le tome 2 de L'héritière des Raven, sorcière en son temps de Méropé Malo aux éditions Castelmore. C'est une trilogie, le 3e est déjà dans ma bibliothèque. J'espère bien le lire cette année pour terminer cette trilogie. En fait, on va se retrouver avec Assia dans le premier tome. Hein. Dans le premier tome, on se retrouve avec Assia, qui est une personne comme vous et moi, une jeune fille, et en fait, elle apprend que elle va hériter de la maison en fait de sa mère et de sa tante, qui sont décédées dans un accident de voiture. Donc, elle revient dans cette maison et elle n'a plus vu sa mère et sa tante depuis des années. Et en fait, on l'a mise dans un genre de pensionnat, dans une école comme ça, et elle ne les voyait plus. Voilà, un peu comme si on voulait la protéger, vous voyez. Et du coup, elle a de très faibles souvenirs de sa famille, mais quand même, voilà, ça reste sa mère et ça reste sa tante. Elle se retrouve devant cette maison et elle se retrouve du coup avec des frais, hein, parce que jusque-là, tout était payé. Mais on lui apprend que voilà, la maison ici, on va devoir la payer. Donc elle commence à se trouver un petit boulot. Et elle fait la rencontre des personnes qui ont fait partie de la vie de sa mère et de sa tante. Et donc, ce sont vraiment des amis sur qui elle peut compter. Et elle va avoir cette révélation. On va lui dire que c'est une sorcière. Voilà. Et du coup, à partir de là, elle va commencer à découvrir ses pouvoirs, elle va commencer à découvrir la ville dans laquelle sa mère et sa tante ont passé beaucoup de temps, avec leurs amis également, et ils vont voir qu'il y a une famille rivale, elle va s'apercevoir qu'il y a une famille rivale, et voilà, elle va être amenée un petit peu dans une quête où elle va devoir retrouver un atamé. Un atamé, c'est un couteau de sorcière, si on peut dire ça. Et en fait, il a été divisé en plusieurs fragments et les fragments sont maléfiques. Voilà. Et donc, Assia va commencer à rechercher ces fragments et pour les rassembler, et pas pour reformer l'atamé, mais pour les mettre loin de toute personne qui pourrait s'en servir, parce qu'on peut se servir de ces fragments parce qu'ils sont très puissants. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Le 2e tome, sachez qu'on se retrouve dans un univers un petit peu quand même un peu différent. On reste dans le côté magique, bien sûr, mais on se retrouve avec des Néréides, voilà, des sirènes. Et ça a pris une dimension que j'ai bien aimée, que j'ai beaucoup appréciée. C'est une lecture à laquelle j'ai mis un 4 sur 5. Le premier tiers du livre, je ne vais pas vous mentir, Assia m'énerve beaucoup. Alors vous allez comprendre pourquoi, hein, il se passe quelque chose, mais du coup, elle se lamente tout le temps. Et son côté un peu comme ça, oh mais oui, mais... ben voilà, moi ça m'a un peu saoulée. Heureusement qu'après c'est développé l'histoire avec les sirènes, voilà. Et ça c'était intéressant, et autre chose aussi qui s'est mis en place, d'autres personnages qui sont arrivés, et ça c'est sympa. Donc pour l'instant je peux dire que j'aime bien. J'aime bien ce que je suis en train de lire. J'aime bien que ça part aussi sur le monde des sirènes. C'est rare qu'on voit... Enfin, non, c'est pas rare, hein, ça existe des romans fantasy, fantastiques avec des sirènes, mais voilà, formés comme ça avec des sorcières, etc. Je trouve ça vraiment pas mal.
Donc ça lui a valu un 4 sur 5. Alors je vais reprendre. Ensuite j'ai lu, c'est une lecture commune que j'ai fait avec quelques abonnés de ma chaîne. Donc c'est 24 heures dans l'Égypte ancienne de Donald P. Ryan. Et c'est aux éditions Petit Biblio Payot Histoire. C'est un livre qui fait à peu près 300 pages. Et c'est un livre, en fait, où ce livre est divisé en 24 heures. Voilà. Alors, il commence de minuit à 1h du matin. Et donc, il se termine de 23h à minuit. Vous l'avez compris. Voilà. Et donc, nous, on commence avec la première heure du jour. Et attendez. Voilà. Avec la 7e heure de la nuit, plutôt, la sage-femme met au monde un bébé. Puis on va se retrouver avec la 8e heure. La 8e heure, on se retrouve avec le roi ne dort pas. La 9e heure de la nuit, donc de 2h du matin à 3h du matin, l'embaumeur travaille tard. Ensuite, de 3h à 4h du matin, le vieux soldat rêve de combat. Ensuite, de 4 à 5, le prêtre d'Amon-Ré est tiré de son sommeil. De 5h à 6h du matin, le paysan commence sa journée, etc. Je vous explique ça parce qu'en fait, on va se retrouver à chaque fois, dans chaque heure, on va se retrouver immergé avec le personnage en question et on va voir comment ça se passait à l'époque, dans l'Égypte ancienne, comment se passait, voilà, une heure dans leur journée, comment se passait leur journée à eux. Et du coup, on va traverser enfin, la vie de ces personnages et en apprendre un peu plus. Alors, c'est romancé et en même temps, c'est informatif. C'est-à-dire que, voilà, on est de 10h à 11h du matin, l'élève scribe attend son coup de bâton. Et donc, on commence. Nact fait la grimace. Il n'arrive pas à se souvenir d'un des signes dont il a besoin pour écrire son mot. Il a le choix entre 3 oiseaux représentant chacun un son complètement différent. La moindre erreur sera vite repérée et il sentira le claquement sec d'une canne en travers de son dos. Assis par terre dans l'enceinte à ciel ouvert de la maison de vie, il se creuse la cervelle dans l'espoir que lui revienne ce qu'il est censé savoir à présent. L'école des scribes est loin d'être une sinécure. On y apprend à dessiner avec précision des centaines de signes et aucune faute n'est tolérée. Et donc on a un petit peu... Donc ça, c'est comme ça que c'est écrit. C'est écrit c'est facile à lire, je vous le dis tout de suite. Pour un roman où on apprend des choses, c'est un archéologue qui a écrit ce livre. C'est très facile à lire, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc on se met dans la peau du personnage de Nact, qui est un apprenti scribe, et en même temps, on a en fait des passages d'informations. Alors, ça ne coupe pas du tout de la lecture, vraiment pas. On arrive directement après à se remettre. Donc, par exemple, ici, c'est l'information, il est difficile d'évaluer le taux d'alphabétisation de la population dans l'Égypte ancienne. Certaines estimations suggèrent qu'il atteignait à peine 3%. Si l'Égyptien moyen pouvait très bien vivre sans savoir lire ni écrire, cette compétence était en revanche indispensable pour la masse des bureaucrates et des prêtres qui servaient dans l'administration civile et religieuse complexe du Nouvel Empire. Seuls les garçons fréquentaient les écoles de scribes, mais tout porte à croire que certaines femmes, très probablement issues de l'élite, étaient instruites. Et puis on reprend. Nact jette un œil sur ses camarades autour de lui. Ce sont en majorité des fils de notables, dont beaucoup de hauts responsables et de comptables, et tous censés devenir des bureaucrates comme leur père. Et voilà. Et donc on continue son histoire et on se retrouve 1 heure avec lui et on a des informations. Donc généralement, voilà, ici on a des informations, ici on a des informations. Et c'est comme ça, à chaque fois, on a des petits dessins aussi. Voilà, ça se présente comme ceci. Et je crois qu'à chaque fois, ça fait une dizaine de pages, plus ou moins, pour chaque chapitre. Voilà, mais on a l'histoire et on a toujours un petit côté informatif et j'ai adoré. Et ça lui a valu les étoiles de 5. Les étoiles de 5, ça veut rien dire. Je lui ai donné 5 étoiles, 5 sur 5. Voilà, c'est un 5 sur 5 sans être un coup de cœur parce que on ne sait pas s'accrocher
aux personnages. C'est assez difficile parce qu'on ne les côtoie qu'un petit peu. Il y a des, des métiers que j'ai préférés à d'autres. Et des fois, quand on faisait la comparaison, on se disait, mais là, ils sont esclaves, ils travaillent de telle heure à telle heure. Nous, voilà, ça s'est peut-être un peu assoupli, mais on travaille encore beaucoup, on est encore beaucoup esclaves de la société, donc il y a des comparaisons en fait avec notre société actuelle qui sont encore de rigueur, malheureusement, c'est un truc de fou, mais oui, évidemment, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, mais néanmoins, voilà, c'était très très intéressant, très instructif, facile à lire, et je ne peux que vous le conseiller. Alors, je sais qu'il y a également, mais pas du même auteur, 24 heures dans l'ancienne Athènes et aussi peut-être 24 heures dans la Rome antique. Mais ce n'est pas de Donald P. Ryan, mais c'est le même système. Voilà, donc je vais sûrement m'en procurer un parce que j'ai vraiment vraiment bien aimé. Voilà. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de la saga des Sept Sœurs, La Sœur de la Tempête de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. Et comment vous dire que il fait 750 pages et quand je l'ai commencé, ben, j'ai eu peur. Je me suis dit, ok, j'ai bien aimé le premier tome avec Maya, on voyage en fait, hein, ce sont des romans euh, un peu contemporains et historiques. On voyage entre deux temporalités généralement, si pas trois même, plusieurs, parce qu'on va de génération en génération et on voit un petit peu, on rencontre en fait les ancêtres du personnage principal. Alors ici, on va se retrouver avec Ali. Ali, par où je vais commencer. En fait, on se retrouve à chaque fois au début du livre avec une. En fait, il y a 7 sœurs qui ont été adoptées. Voilà, mais pour l'instant, elles sont que 6 en fait. Mais il y a 7 sœurs, mais la septième sœur n'est jamais arrivée. Voilà, dans la maison à Genève, en Suisse. Et donc, les 6 sœurs se rassemblent parce qu'elles viennent d'apprendre la mort de leur père adoptif. Elles ont toutes été adoptées par un homme apparemment très riche et il les a vraiment adoptées de partout dans le monde. Voilà. Elles ont toutes des origines très très différentes. Et dans le premier tome, on retrouvait Maya qui avait plutôt des origines brésiliennes. On a voyagé au Brésil, à Paris, et c'était vraiment très très beau comme histoire. Et ici, quand j'ai vu la deuxième de couverture, la quatrième de couverture, ouais, je me suis dit, bah, voilà. En fait, on se retrouve avec Ali. Il faut savoir que le père, il les a nommés selon la constellation des Pléiades. Et donc, c'est Ali et le diminutif d'Alcyone. D'Alcyone, voilà. Et donc, elles se retrouvent pour voilà, parce que leur père adoptif est mort et qu'elles se rappellent qu'elles ont eu toute une très belle enfance auprès de leur père adoptif et de Ma qui est en fait la gouvernante, mais qui est bien plus que ça, qui représente même une mère, hein, en tout cas aux yeux d'Ali et de Maya, de ce que j'ai pu comprendre. Et du coup, on va dans ce tome, on va suivre la trace d'Ali. Ce qu'elle est, la trace. On va suivre. Je n'arrive pas à parler, hein, c'est incroyable. Ça doit être insupportable pour vous. Peut-être que je vais lire en fait. Donc Alice est la deuxième sœur et elle est navigatrice et musicienne. Beaucoup plus navigatrice que musicienne. Elle a abandonné la musique un peu plus tôt parce qu'elle s'est pris de passion pour faire des courses de régate et donc on la retrouve au début sur un bateau avec son amoureux. Voilà. Et elle a été frappée par une autre tragédie que celle que la mort de son père. Une autre lui arrive et du coup, à chaque fois, dans chaque livre,
le père adoptif laisse des indices, des indices sur une sphère armillaire où il donne en fait les coordonnées de là où elles ont été adoptées. Voilà, de leurs origines. Et du coup, elles ont le choix de partir ou pas sur les traces de leur passé et de leur héritage finalement. Du coup, elle va se retrouver en fait en Norvège et là, en fait, on va découvrir son arrière grand-père, grand-mère, voilà, on va être un peu comme ça. Et c'était très intéressant. J'ai adoré, j'ai préféré la deuxième temporalité. Voilà, la temporalité des ancêtres. J'ai vraiment bien aimé me retrouver en Norvège avec une jeune fille qui se prénomme Anna. Le livre est divisé en 3 parties. Et Anna, en fait, ben, elle vit avec ses 2 frères, ou son unique frère, je ne sais plus, non, c'est oui, un de ses frères, et elle vit avec ses parents, elle s'occupe des vaches dans les grands prés, et elle est très bien comme ça, et elle a un certain talent. Elle a un talent en fait vocal, elle chante très bien. Et donc, dans cette temporalité-là, il y a un recruteur qui vient parce qu'apparemment, ben, il a entendu de bons échos et comme quoi elle aurait une très belle voix, il veut l'entendre chanter et il veut l'éduquer, on va dire, l'éduquer musicalement parlant. Et du coup, c'est une opportunité qu'elle saisit et elle va se retrouver à chanter. Voilà, quelque chose qu'elle aime faire beaucoup, et puis on suit aussi toutes ses aventures, bien sûr. Et ça m'a embarqué. Je pensais pas que j'allais lire aussi facilement, aussi aisément ce livre. Je me dis, waouh, à un moment donné, je vais bloquer. Alors il y a toujours un moment donné où on se dit, attends. Donc le personnage qui est là, c'était son arrière-grand-père, donc elle est reliée. Voilà, à un moment donné, moi j'ai besoin de remettre un peu les choses comme ça en place, au niveau de la hiérarchie, je vais dire plutôt de l'arbre généalogique. Mais sinon, c'était une très belle lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je lui ai mis la note de combien 4,5 sur 5, je pense. Voilà. La note de 4,5 sur 5. Voilà. Ce sont des pavés. Mais voilà, j'ai commandé le 3e tome. Il est arrivé hier. Donc, enfin, hier pour vous, ça signifie pas grand-chose. Mais j'ai vraiment bien aimé et j'ai hâte de lire les autres. Et ensuite, on termine avec quelque chose de plutôt léger, oui et non. Euh, on termine sur l'histoire de La Bête de Serena Valentino aux éditions Hachette Roman. Et bien sûr, c'est par Disney. Livre très court, livre jeunesse, facile à lire. On est sur du 220 pages, écrit très grand et très aéré. Alors, ici en fait on se retrouve avec l'histoire du prince maudit, hein, qui est devenu la bête que l'on connaît dans l'histoire de La Belle et la Bête. Mais Serena Valentino nous décrit comment il est devenu une bête. Et en fait au départ on se retrouve avec un prince en fait qui est le meilleur ami de Gaston. Et oui les amis, donc il est le meilleur ami de Gaston et comme Gaston il est arrogant, c'est quelqu'un qui séduit les filles, qui est un coureur de jupons, qui se la pète vraiment royalement, on peut le dire. Et il vit donc dans son château. Apparemment ce château aurait appartenu même à Gaston avant ça, mais on n'en dit pas plus là-dessus. Du coup, le prince, il aime chasser aussi. Il aime chasser et il a quand même... il est pas sympa, ce prince. Hein, vraiment, il a un côté très hautain. Il traite les filles, il n'a pas de respect pour les jeunes femmes, etc. Et un jour, il tombe amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Circé. Et Circé, à chaque fois qu'il la voit, waouh, elle est tellement belle, elle irradie, on dirait une étoile filante, vraiment, voilà, elle est super jolie. Mais il parle que de sa beauté extérieure et pas de la beauté intérieure. Le prince, clairement, ne sait pas aimer. Hein, voilà. Du coup, c'est pas un secret ce que je vous dis là, hein, parce que, ben voilà,
Voilà. Et en fait, Circé, à un moment donné, en fait, bah, il se dit, je pense que quand même, je vais la demander en mariage. Il demande en mariage, les préparatifs commencent. Et là, Gaston, il arrive et il dit, écoute, il fait, ne te marie pas avec elle, franchement, il fait, c'est pas une bonne idée, je t'assure, je l'ai vue élever des cochons, travailler avec les cochons, enfin, c'est une paysanne, laisse tomber, c'est pas pour toi, elle est pas pour toi. Et le prince, il se dit, écoute Gaston, t'es jaloux, c'est bon quoi, c'est pas grave, c'est rien. Moi, j'ai envie de me marier avec elle, et voilà, ça fera un très beau mariage, et puis voilà. Puis vraiment, la veille du mariage, Gaston, il insiste encore et encore, il dit non, mais viens voir, je vais te montrer maintenant que ta belle Circé, c'est une souillon, hein, voilà. Et du coup, il arrive chez Circé et elle est en train de s'occuper des cochons. Sa robe est pleine de boue et il la voit, voilà, les cheveux dans le gaz, pas maquillée, enfin voilà quoi. Elle ne brille pas de mille feux comme il a l'habitude de la voir d'habitude. Et en fait, il lui dit mais tu m'as menti, mais tu m'as menti. Et elle lui dit mais je ne t'ai pas menti, tu ne m'as juste pas demandé ce que je faisais. Voilà, hein, que je m'occupais des cochons avec mon père, etc. Et du coup, il dit, écoute, c'est fini, le mariage, tu oublies, tu n'es qu'une souillon, je me casse, il s'en va avec Gaston et il est bien déçu. Et le lendemain, Circé vient frapper à sa porte et lui dit mon chéri, moi je t'aime. Elle fait voyons, elle fait elle fait tu m'aimes, non? Elle fait donc voilà, elle fait il y a pas de souci, on peut se marier. Qu'est-ce voilà, qu'est-ce que ça a à voir le fait que j'élève des cochons? Est-ce que c'est si dramatique que ça? Et puis là, il se passe quelque chose et je ne vais rien vous dire parce que vous avez vu, ce sont des courts livres, ce sont de courts livres. Donc je vous laisse avec la suite de l'histoire si vous voulez connaître la suite. Eh bien, je vous invite à la lire et vous allez comprendre un petit peu comment il est devenu plutôt cruel. Voilà, mais c'était très intéressant. J'ai bien aimé et est-ce que je lui ai mis la note de 4 sur 5. Voilà, c'était une très bonne lecture. Le prochain, je crois que je l'ai déjà, hein, oui, c'est Pauvre âme en perdition, c'est le tome 3. Et je l'ai, je me mettrai sans doute dans une prochaine pile à lire. Et je vais bientôt m'acheter Maîtresse de tous les mots. Voilà, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Ce sont de chouettes livres à lire et de s'imaginer un petit peu, d'inventer comment les méchants sont devenus tels qu'ils sont. Ben, j'ai trouvé ça sympa. Donc comme vous avez pu voir, ce sont des lectures qui sont toutes différentes. On a ici plutôt de la magie, mais qui va plutôt se centrer sur les sorcières et sur les Néréides, magie des sirènes. Ici, c'est un livre informatif et en même temps un peu romancé pour qu'on ait plus facile à le lire sur l'Égypte ancienne. Ici, on se retrouve avec Ali en Grèce, mais également en Norvège avec Anna et Jens. Et on se retrouve ici avec une histoire de Disney qui nous conte comment le méchant est devenu le méchant qu'il est. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des idées de lecture peut-être. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, votre bilan si vous avez envie de l'année aussi. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.